On est rendu 19. Donc, on pourrait partir ça. On attend ça quelques instants encore ou ben non? Et comme vous voulez, je pense qu'on peut partir. On est D'habitude, on 19. attend 5 OK. minutes, là, puis les gens. Fait que je vous passe, c'est vous, Bernard, qui allez partir ça? Oui. Je vous passe la parole et puis bonne soirée tout le monde. D'accord. Alors, bienvenue à cette présentation des réseaux de Canwarn. Le but de ça, c'est d'expliquer un peu pourquoi on fait des réseaux Canwarn. Canwarn Québec, ça existe depuis longtemps. Vous m'entendez bien, hein? Oui. Ça fait des années que ça existe au Canada, un peu partout. Ça n'existait pas bien au Québec. Ce n'est qu'en 2007 environ, 2008 exactement, qu'on a commencé à faire des réseaux Canwarn de peine et de misère parce qu'on n'avait pas de répétitrice comme telle. On bombait des répéteurs un peu partout dans la région de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, avec plus ou moins de succès. Il y en a qui ça les intéressait pas beaucoup. Il y a des gens qui nous passaient toutes sortes de remarques. On interrompait un peu les réseaux, pas les réseaux, mais les conversations habituelles des radioamateurs. On avait des remarques des fois, ouais, moi, ça ne m'intéresse pas, météo, mais si tu peux me dire s'il faut enlever notre linge sur la corde à linge, ça serait peut-être utile. Ben, en tout cas, c'était un peu ça à l'époque. Alors, voilà, ça a commencé comme ça en 2008. Et puis, la présentation va durer environ 1h15, 1h30. Ça dépend. Hier, on a eu une présentation au Club de Saint-Jean. C'était comme une pratique, mais en même temps, on avait promis ça avec eux depuis un bon bout de temps. Ça a duré 1h30 avec la période des questions. Donc, je ne sais pas, là, on est 20, une vingtaine à peu près, donc peut-être un peu moins, ça va peut-être durer moins longtemps, étant donné qu'il y a des images familiers que je vois sur l'écran, du moins sur la page 1, 2, 3. Là. Alors, on va commencer tout de suite avec le partage de notre PowerPoint. Ce ne sera pas tellement long. Juste une seconde que je prépare ça. Et voilà. Bon. Je vais partager. Bon, me voici. Voici qui ça? C'est Alain VA2KYM. Excusez-moi, là, j'essaie. OK, très bien. OK. Donc, est-ce que vous voyez le diaporama en bon français? Oui. Vous ne voyez pas la mosaïque à gauche? Il n'y a pas de mosaïque à gauche? C'est correct? OK, parce que l'autre jour, on avait des petits problèmes avec ça. Là. Alors voilà, c'est les réseaux météo de temps violent diffusés sur le réseau RTQ de Raki. On faisait ça. On fait ça depuis 3 ans sur le réseau RTQ. Le réseau d'urgence de RTQ. On a une priorité sur toute activité qui se passe sur le réseau RTQ, à part les situations d'urgence. Mais ça se complète pas mal parce que la météo, là, il peut y avoir des urgences là-dedans. Donc voilà. Alors, on continue. La technologie peut aider à prévoir le temps violent, mais bon, pourquoi qu'on mentionne ça? Ça, c'est des images. On a eu des représentations d'Environnement Canada de Julie Deshaies depuis quelques années. Et puis, il y a beaucoup de ces images-là, des captations d'images qu'on va vous représenter, là, vous montrer ce soir, parce que ça explique tellement bien la situation. Donc, eux, c'est ça, ils ont une technologie assez avancée avec les nouveaux radars qui ont été modifiés depuis 10 ans, mais il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Ils ont besoin des observateurs volontaires. Vous voyez ma souris, là, en passant? Vous voyez ma souris? Oui, ça va. OK. Oui. Donc, ils ont besoin des observateurs volontaires. Observateurs volontaires, ce n'est pas nécessairement des radioamateurs, mais ce sont des gens. Je sais, il y en a peut-être dans votre groupe qui sont observateurs volontaires. Je ne sais pas s'il y en a. Là. Alors, c'est des gens qui rapportent
exemple, je suis chez moi, là, puis il y a des vents épouvantables, il y a de l'eau qui déborde, les puisards, les égouts, l'eau sort par les égouts, tu appelles Environnement Canada, ou tu leur envoies un texto ou un courriel, et puis eux prennent ces données-là. On va vous expliquer plus tard à quoi ça sert exactement tout ça, là. Ça peut tomber entre deux chaises, mais non, pas vraiment. Alors, les observateurs volontaires, mais on est une branche de cette gang-là, des gens de Canouan Québec. Ça existait, comme j'ai mentionné au début, partout au Canada auparavant, depuis longtemps. Et puis, à un moment donné, il y avait Bernard Héroux, je pense, d'Environnement Canada, qui a pris sa retraite, qui avait essayé, avec des radioamateurs de Montréal, je pense que c'était au club de l'UMS, d'essayer d'avoir des gens qui pourraient s'occuper de ça. Ça a resté, ça n'a pas été plus loin. Par contre, il y en a un qui a cliqué là-dessus, dont notre ex-ami Patrick Fortin, VE2 PWT, qui est décédé, il est en chaise roulante, lui. Il souffrait de dystrophie musculaire. Il était bien un bon chic type, là, vraiment. Là. Lui, il aimait bien ça, puis c'est probablement à cause de lui si moi j'ai eu de l'intérêt, comme Benoît a eu de l'intérêt, Alain a eu de l'intérêt et d'autres. Là. Alors, il y a quelqu'un qui parle, je vais juste y baisser la trappe. Hein. Bon, sur la radio amateur. Bon. Donc, il a communiqué avec nous autres, mais moi, ça m'intéressait, comme d'autres. Mais par contre, on n'en avait pas de répéteurs. On va mettre des répéteurs un peu partout. Ce n'était pas l'idéal. Alors, petit à petit, on a commencé avec 2 répéteurs, un sur le Mont Shefford et l'autre à l'extrémité complètement, Saint-Michel-des-Saints, avec aucune possibilité de lien entre les deux, sinon par écoling. Alors, ça a commencé de même. Donc, qu'est-ce que c'est exactement les observateurs volontaires, le rôle de Canouan? C'est de communiquer des renseignements sur le caractère significatif d'un phénomène qui va être considéré marginal avec données satellites, radar ou foudre, ou visuelles, évidemment, pour aider les météorologues à envoyer ou mettre à jour des alertes adéquates afin de protéger la population. Évidemment, on rapporte les dégâts à l'aide de vérifications et au sommaire. Donc, le moyen de communiquer avec eux, ça, vraiment, cette phrase-là, vos appels de courriel sont toujours utiles et appréciés. Ça s'adresse plutôt aux observateurs volontaires. Nous, on est des radioamateurs. Pourquoi pas acheminer les appels à un poste de, comment on pourrait dire, de contrôle, qui est celui qui anime le réseau, qui, lui, tout le monde va entendre le message, et lui, il va rapporter ça à Environnement Canada. Alors, où ça va, c'est exactement ces messages-là? Nous, quand on a quelque chose, une observation de quelqu'un qui nous rapporte un événement, des arbres brisés sur la rue, admettons, on appelle l'Environnement Canada par téléphone et on leur rapporte ça. Où ça va exactement? C'est ce groupe-là, c'est le bureau des météorologues à Montréal. Ça, c'est le bureau anciennement qui était situé en face de la gare centrale, pas loin de 98.5. Ils sont plus là maintenant, ils sont rendus sur la rue McGill. L'ancien gros bureau de poste, c'est le bureau du building du gouvernement. Ils sont rendus là maintenant. Alors, c'est à eux qu'on rejoint par téléphone. Et quand on leur parle, ils nous connaissent, Canouan Québec. Ils nous connaissent. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Ils ont une bonne confiance avec nous autres. Ils apprécient toutes les informations qu'on peut leur apporter. Qu'est-ce qu'on doit rapporter maintenant? Bon, c'est les éléments de base de la grêle, des vents destructeurs, des pluies diluviennes, des nuages en entonnoir, bien sûr, des tornades. Pour vous dire que c'est très important. Les signes évidents de rotation, c'est plus difficile. Ça prend un œil averti. Même moi, là, je suis pas. On est personne dans le groupe est météorologue en passant. On ne vous donnera pas un cours de météorologie avancé ce soir. Là.
Donc, des signes évidents de rotation, il faut être habitué. Phénomène observé par des connaissances, c'est-à-dire quelqu'un, le beau-frère, il rapporte au radioamateur que, écoute, chez nous, là, je suis à Laval, puis il parle au téléphone avec le gars qui est à Montréal, qui est radioamateur. Il dit, dans ma cour, là, écoute, il y a des arbres de brisés. Bon, c'est une bonne référence, ça. Et les dégâts bris causés par la météo. En hiver, c'est plus rare. On n'en fait pas beaucoup de réseaux. Mais par contre, c'est là. Bon, de la pluie verglaçante. En 98, on avait un bon exemple, mais on ne faisait pas de réseau à l'époque. C'était pas connu, là. Grésil, bourrasque de neige, glaçage rapide des routes, chute de neige abondante, 15 cm et plus. La poudrerie et les brouillards épais lorsque la visibilité est presque nulle. C'est plus rare, mais on a déjà fait des réseaux pendant l'hiver. Il y a deux Noëls à peu près. On avait passé plus que 24 heures en ondes à cause des tempêtes de neige, des blizzards, des pannes électriques. Et puis, ça rassurait les gens de venir nous parler. C'était pas pour rapporter des événements Environnement Canada, ils étaient au courant de ça. Mais c'était un réseau un peu spécial. Les gens étaient bien contents. On n'a pas fait depuis, mais ça pourra revenir éventuellement, s'il y a de l'intérêt, évidemment. Si jamais vous avez des questions, levez la main. Puis on va répondre au fur et à mesure. Sinon, on va perdre les 4, puis ça va être plus difficile. Oui, c'est ça. Benoît ou Alain, vous surveillez les mains parce que je ne les vois pas tellement, parce que j'ai l'écran plein écran. Moi. Ouais. Alors, gênez-vous pas au fur et à mesure, là, parce que si on attend la fin, ça, en tout cas, c'est mieux au fur et à mesure. On va essayer de vous répondre. En autant que ce n'est pas trop technique en météorologie. Bon, qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est pas une balle de golf, c'est pas un morceau de grésil ou n'importe quoi. C'est un des radars canadiens qui ont été remplacés depuis 10 ans. Ça a pris du temps là, à travers le Canada. Il y en a 32 en tout à travers le Canada. Les maritimes en ont 5, l'Ontario en a 8, les provinces de l'Ouest en ont 10, Colombie-Britannique en ont 4 et le Québec en a 5. Donc, l'ancienne tour ici, là, à un moment donné, il y a eu les anciens radars qui ont été remplacés par des nouveaux. Les nouveaux, c'est vraiment technique. C'est pas important pour nous, là, sauf qu'ils ont une double polarité, plus de précision, enfin, là, pas mal plus intéressant pour les vrais météorologues. Pas nous autres, là, mais les vrais météorologues. Le Québec, donc, les 5, pas répéteurs, mais radars. Donc, Landrienne, c'est en Abitibi, ça. Blainville, c'est pas loin de l'ancienne, pas une course, mais l'ancienne piste d'essai de Transport Canada. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est dans ce secteur-là. Avant, c'était un ancien radar de l'Université McGill qui était à Sainte-Anne-de-Bellevue. C'était d'ailleurs le seul radar qui n'appartenait pas à Environnement Canada. C'était l'Université McGill qui gérait ça. Il marchait une fois sur deux. Et puis, on avait bien hâte à l'époque qu'il change parce qu'il était quasiment 1 an et demi à l'arrêt avec des pièces usagées qu'il ne trouvait plus à nulle part. Ça, c'est les lettres d'appel des radars. Anciennement, ils commençaient par W, mais ils ont commencé par CA, leur ancienne. On les reconnaît par les lettres d'appel. Sainte-Françoise, c'est ancienne, Place civile et le fleuve, donc la rive sud. Mont-Apica, c'est au nord de l'étape et au sud du lac Saint-Jean. Et Val d'Irène, c'est un petit peu au nord de Amqui. Avec ces relais, pas ces relais-là, mais ces radars-là, on a une très bonne couverture du Québec. On ne se rend pas à Beijing, mais c'est où il y a de la population, un bassin de population important. C'est important. Pas de questions? Non. Bon, qu'est-ce que ça donne, ces radars-là? Ça donne une image comme ça.
peu intéressante pour nous autres, pour les animateurs de réseau, puis par leur manque de définition, on ne peut pas bien voir là, où c'est rendu. On sait qu'ici, c'est un petit peu plus prononcé, il y a plus d'actions là que là, mais c'est où ça exactement? C'est pas intéressant. Pas intéressant pour nous autres. Et puis, qu'est-ce qui est le moins intéressant là-dedans? C'est le délai, ça prend 25 à 30 minutes avant qu'il y ait un changement de frame. Donc, s'il y a une tornade, c'est bien de valeur, tu vas avoir 30 minutes plus tard, puis tu ne verras pas ça là-dessus. C'est peu intéressant pour nous. Mais par contre, il y a des radars pour l'aviation qui sont plus vite, mais ça manque de précision pour nous. Donc, on vous montrait ça pour vous expliquer un peu ce que ça donnait pour le grand public. Donc, on a une question de Charles. Là. Oui. Oui, toutes vos sources viennent d'Internet, c'est ça? Ou si Internet ne marche pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez rapporter à l'extérieur du Québec ou autre? Comment ça marche? Parce que là, on a l'air à dépendre toujours des images fournies par Environnement Canada qui viennent d'Internet. Oui, ça vient d'Internet. Évidemment, bien mal pris, on pourrait fonctionner avec un téléphone cellulaire puis transférer le data sur une tablette. On peut fonctionner comme ça, même en panne électrique. Là. Eux, on se fie que ça va continuer. Mais par contre, on a plusieurs sources. Environnement Canada, bizarrement, on s'en sert, oui. Mais il y a d'autres radars. Il y a des radars américains qui sont intéressants pour certains endroits qui est proche des lignes. Mais on ne se rend pas, disons, à Saint-Michel-des-Saints avec une précision. Alors, oui, on dépend toujours d'Internet un peu. On souhaite qu'il n'y a pas de... S'il y a une panne électrique chez moi, je viens de perdre l'Internet, évidemment, mais je peux m'arranger autrement, puis souvent, il y a d'autres animateurs qui peuvent prendre la relève qui ne sont pas nécessairement à côté de chez moi. Là. Ça peut être plus loin. Alors, on peut se débrouiller comme ça, Charles. Puis, deuxième petite remarque, pendant que je l'ai mis, j'avais assisté à Hydro-Météo et il disait les radars météo, les meilleurs ont une passe à toutes les 6 minutes et la moyenne de durée des tornades est de 2 minutes. Oui. Fait que ça se peut qu'il y ait une tornade qui commence, qui ravage un secteur, qui arrête, puis que les radars n'ont rien vu. Oui, ça c'est vrai. Le radar, ça dure, une tornade, ça ne dure pas tellement longtemps, effectivement. Il y en a qui durent plus longtemps, c'est sûr, aux États-Unis, là. Mais nos tornades qu'on a au Canada, Ontario, Québec, là, ils ne durent pas bien longtemps, comme celle de Saint-Zénon qui a eu lieu il y a 3 semaines. Là. Ça n'a pas duré longtemps. Elle a fait quand même du dégât, mais heureusement qu'elle a tombé dans des terres agricoles. Il y a une grange, je l'ai vu de mes yeux, là, une grange qui s'est effondrée. Oui, Alain? Juste un commentaire. Oui. C'est justement pour ça qu'on est là qu'en noir. À défaut de nous, même si on sert de cet outil-là pour essayer de voir qu'est-ce qui va arriver en amont, les radioamateurs ou les observateurs, c'est les yeux. Fait que si le radar ne l'a pas vu et les yeux l'ont vu, on est capable au moins d'intercepter et d'envoyer la communication à Environnement Canada. Exactement. Environnement Canada ne peut pas tout voir. C'est pour ça qu'il y a la deuxième image au début, c'était marqué malgré la technologie, on ne peut pas tout voir, mais c'est ça, on a besoin d'aide. Ça prend des gens qui sont les yeux et les oreilles pour Environnement Canada. C'est pour ça qu'on est là. Pour les réseaux ou les observateurs volontaires, nous autres, on va parler de radioamateurs. Comme ça existe en Ontario, comme ça existe aux États-Unis, ça ne s'appelle pas Canworm, eux autres, c'est Skyworm. Alors, c'est la même affaire. Mais eux autres, c'est beaucoup plus gros, leur organisation. Ils marchent même à la chef. Et c'est assez complet. Mais on fait notre possible et je pense ça va très bien notre affaire, je pense. Là. Je pense que grâce au réseau RTQ, il y a bien l'Ontario et les autres provinces à côté, là, ils n'ont pas des réseaux comme ça. Surtout, qu'est-ce qu'ils ne voient pas, c'est la quantité d'eau qui peut tomber au sol, les menottes, les puisards qui ont le succès à absorber toute l'eau, ils ne voient pas ça. Là. Les poubelles puis les barbecues qui se promènent, ils ne voient pas ça non plus. Là. Ça fait que c'est des choses qu'on peut leur rapporter
Puis eux, avec ça, ils vont changer, mettons, une veille pour une alerte plus rapidement, parce que là, ils ont de l'information qu'on peut leur amener. Là. Je vais peut-être ajouter un commentaire sur le radar. Oui. Quand il y a une tornade, habituellement, il y a un mésocyclone. Fait que s'il y a un mésocyclone, il est déjà en rotation à grande échelle. Donc, quand on a un signe de rotation en altitude, on pense bien qu'il y a une grosse possibilité d'avoir une tornade. Si un mésocyclone, ça va peut-être tourner un petit peu plus lentement puis plus longtemps. Mais au Québec, on n'est pas dans les États du Sud, là, mais par contre, c'est déjà arrivé les années dernières qu'on voyait les mésocyclones en rotation, en altitude, mais il n'y a jamais eu rotation au sol, mais on est au moins, ça te donne une bonne indice. Là. Ça, c'est un autre outil qu'on sert, mais c'est un moment donné, à force d'animer, un moment donné, tu t'apprends un petit peu à lire les radars, là, mais c'est pas tant compliqué non plus. Alors, oui, merci Alain. Ça, c'est une carte, entre autres, là, de secteur est du Canada. C'est plusieurs radars, ça, ce qu'on voit là. Il y en a de l'Ontario, il y en a du Québec, un peu partout. Je vous la montre l'image, mais ce n'est pas utile pour les réseaux. Pas du tout. On ne regarde jamais ça. Mais c'est juste pour la compréhension de ce qu'on fait ce soir, là. Et quand il y en a un qui est en panne, il y a tout le temps un autre radar qui va prendre la relève de celui-là, qui est capable d'aller chercher la couverture avec, c'est sûr, moins de précision à cause de la courbure terrestre. Évidemment, ça envoie le signal comme ça, mais rendu au bout là-bas, là, il y a des détails qui sont manquants, mais quand même, il se couvre très, très bien avec les autres radars, incluant les radars américains. Il y a une entente là, entre les pays, là. Comme ici, là, c'est le radar de Burlington. Pendant longtemps, lorsque McGill ne marchait pas, c'était le radar de Burlington qui a pris la relève pour la grande région de Montréal métropolitaine, Montérégie, Laurentides-la-Naudière. Je vais vous le montrer tantôt, là, parce que c'est un de mes outils préférés, moi. Faut pas dire ça à Trump, par exemple. Non, parce qu'il va nous charger, il va nous envoyer une facture. Bon, Environnement Canada, ils sont bien sur Twitter. Moi, je ne publie plus sur Twitter, mais je suis abonné à cause des renseignements qu'Environnement Canada envoie sur Twitter. C'est vite, c'est instantané, c'est pratique, oui. Mais pour des raisons que vous connaissez, je ne mets plus de messages là-dessus. J'ai abandonné ça. Mais je vais chercher mes informations. Et puis les informations d'Environnement Canada, j'ai republié sur Blue Sky. On a un site Blue Sky, Canmoine Québec, Canmoine QC, Blue Sky. Il y a beaucoup moins de monde, mais par contre, je retransfère ces images-là sur Blue Sky. Les autres, ça fait leur bonheur, j'imagine, là. Alors, ça, c'est des images pratiques qu'on peut voir sur Twitter, surtout dans l'après-midi ou le matin. Ça annonce un signe précurseur de ce qui va être la journée un peu. Ici, c'est moins dangereux. Ici, en jaune, un petit peu plus d'action. Des fois, ça peut aller jusqu'au rouge extrême ici, là. Mais sur cette captation-là, c'est assez tranquille. On peut même indiquer qu'il y a des tornades là-dedans. Pratique, ça, cette image-là. Une autre image qui vient d'Environnement Canada, qui est en panne présentement, un lien qui est coupé. C'est un peu une carte qui nous montre le temps violent d'été. Il a marché tout l'hiver, mais l'hiver, il n'y a rien qui se passe. C'est vide. Évidemment, en rouge comme ça, c'est des grosses probabilités qu'il va y avoir des orages violents, là. Ensuite, il y a en jaune. Les couleurs, c'est pas tellement mon fort, là, mais en jaune, il n'y en a pas bien, il y en a un petit peu alentour, là. Et puis en vert, c'est moins pire, là. Pratique, ça donne un coup d'œil instantané. Mais il y a d'autres outils plus précis que ça que Benoît envoie souvent le matin, là, lors de journées où on prévoit des orages. Pas de questions? Oui, Bernard, il y a une question sur le chat.
Oui, lis-moi les, parce que je ne suis pas capable, moi. Oui, OK. Bougez pas. La question, c'est est-ce que la présentation sera disponible c'est David qui pose cette question-là. Oui, elle est enregistrée. Charles, hein, c'est bien ça? Ouais, mais je pense que lui, il parlait j'ai du répondu à la même PDF. chose, mais il parle du PDF comme tel, de la ta présentation PowerPoint en PDF. OK. Est-ce que ça répond à la question? Hein, Est-ce que le PDF va être disponible? Oui. Ça, là, oui. On peut vous l'envoyer, ça. Ben, on pourrait la mettre sur le site web de Raki à côté du lien pour l'enregistrement, comme ça les gens auraient tout. Là. Pas de problème. Mais si quelqu'un veut, il n'est pas là ce soir, je l'ai manqué, ou ben là, il y a une maudite bonne partie de hockey, là, puis j'avais un choix à faire, puis c'est le hockey qui a gagné. Il peut réécouter à nouveau l'exposé de ce soir. Hein? C'est bien ça? Oui, puis si on pouvait mettre le fichier PDF, on le mettrait sur le site de Raki, fait que les gens pourraient avoir le contenu aussi. Là. Parfait, parfait. Merci. Alors, ça, c'est dans le domaine technique. Comme on a expliqué, on met ça, cette image-là, on ne la met pas. C'est vraiment technique, mais c'est tellement ce qu'on appelle le CAPE, une drôle d'expression, là, en français, ça veut dire énergie potentielle de convection disponible. Je vais laisser ça à Alain ou Benoît. Benoît, veux-tu expliquer en détail là, les chiffres? Moi, j'envoie le CAPE tous les matins où il y a un risque potentiel durant la journée d'avoir du temps violent. Ça fait qu'on voit, c'est un calcul mathématique que je ne vous donnerai pas la formule ce soir. Là. Et c'est pas moi qui le fais non plus, parce qu'on se tromperait souvent. Qui détermine si c'est entre 0 et 1000, ben, ça va être une journée qui va être plutôt tranquille. Hein. C'est marginal, l'instabilité là, est faible. Et si c'est de 1000 à 2500, mais il y a plus de... C'est plus modéré. Fait qu'on donnant des orages qui peuvent être un petit peu violentes. Puis si c'est de 2500 à 3500, ben là, c'est très instable. Fait qu'il y a des chances d'avoir des orages violents. Puis si c'est 3500 et plus, ben là, on a des chances d'avoir là, des tornades puis vraiment de la pluie abondante. Fait que c'est un calcul de l'énergie potentielle qu'il y a dans les systèmes orageux qui traversent les régions. Là. Puis ce calcul-là donne vraiment les régions sur une carte. Ça fait qu'on sait à quelle heure, puis à quelle est dans quelle région que ça va avoir lieu, puis c'est précis. Là. Fait ça, c'est un bon indice pour nous autres de voir tous les matins, là, même si on peut l'avoir sur une journée ou deux, là, pour voir s'il y a un potentiel de faire un réseau durant la journée ou durant les prochains jours. Donc, c'est important de... Oui, vas-y, Alain. Si je peux ajouter quelque chose, au Québec, on se situe souvent entre le 1000 et le 2005. C'est déjà arrivé en haut de 2005 et 3005. Oui. C'est plutôt rare, mais c'est entre 1000 et 2500. Je ne sais pas si Jérémy avait de quoi ajouter par rapport à ça, lui aussi. Non, c'est bon, vous avez bien répondu. Bon, c'est bon. OK. Si tu peux nous corriger, hein, des fois, si on s'éloigne un petit peu du... tu vois qu'on n'est pas tout à fait dans le target. Oui, je vous ramènerai, pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de comprendre comment ça se fait, ça, là, mais c'est de retenir les chiffres. De retenir pour ceux qui animent ben non, vous avez une vue d'ensemble le matin, là. Ça, souvent, on voit sur la carte les chiffres, là, les couleurs. Alors, on dit, oh, pas bon. Ça arrive tout le temps à l'heure du souper en passant. Hein. Vers 4h30, 5h, là, les oranges, et malheureusement. Oui. C'est ça, on a des collaborateurs météo là, qu'on appelle. On envoie ces informations-là à tous les matins. Là, une quinzaine de collaborateurs météo qui sont dans le Québec. Là. Et eux ont cette information-là. On leur envoie par courriel. Ça fait que ça, c'est des choses que si jamais ça vous intéresse, on peut vous les envoyer là, si vous voulez collaborer avec nous autres. Là. On va voir les lits un petit peu plus loin. Oui. Alors ça, c'est encore là, c'est encore plus technique que le CAPE. Et c'est des indices que je ne regarde pas souvent, mais Benoît ou Alain, qui veut en parler un petit peu? Bien vitement, là.
Ben, dans le fond, Benoît, juste tu continueras après. Nous autres, on va regarder juste les chiffres. On ne se pose pas la question. On regarde la carte de potentiel. On regarde des régions où ce que le lift et le LI, l'indice de soulèvement est plus élevé. Ça nous donne un petit peu le target de la région qui va être le plus touchée. Vas-y, Benoît. C'est ça, c'est exactement ça. Ça fait que l'indice, ça c'est l'indice de l'air, la qualité de l'air, là, comment est-ce qu'il y a une possibilité là, qu'il se déclenche un orage dans la convection, dans la surcharge d'humidité, de chaleur. Parce que c'est une recette. Avoir un orage, c'est une recette. Ça prend de l'humidité, de la chaleur, puis un soulèvement. OK? Puis ça donne vraiment ton indice de soulèvement. Fait que si ton LI est plus grand que 3, mais c'est une journée qui va être super belle, beau soleil, là. Puis si c'est une journée, tout dépendamment de la journée, ça va entre 1 et 3, mais là, c'est plus stable. Il y a une faible probabilité d'avoir des orages. Si c'est à 0, c'est encore un petit peu plus inquiétant. Si on tombe à 0 à -2, c'est encore plus inquiétant. Mais là, si tu tombes à -2, là, l'air est instable. Là, c'est une journée qui est nuageuse, qu'on entend gronder. Là. Puis si c'était à -6, là, mais là, ça peut-être pas avec vos parapluies parce que vous allez faire électrocuter par la foudre. C'est les indices qu'on surveille, c'est vraiment les chiffres. C'est pareil comme le Cape, c'est vraiment les chiffres. Il faut savoir vraiment que qu'est-ce que ça donne, là, mais on surveille plus les chiffres. Puis, où dans la région, ce que ça nous donne pour avoir vraiment des points repères, ça va toucher, mettons, dans Victoriaville à 18h30 à soir, là, on le sait exactement que ça va être dans cette région-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il encore quelqu'un sur le clavardage? C'est beau? Oui. Rien dans le clavardage, c'est bon. Non, c'est beau. Bon. OK. Maintenant, pour les animateurs de réseau, moi j'en fais partie. Benoît, il y a Alain, il y a Jérémy. Il y en a d'autres aussi. À l'occasion, il y a des comment on pourrait dire, des spares comme on a, là. Parce que lorsque les réseaux durent assez longtemps, habituellement, ça ne dure pas longtemps, 1 heure ou 2 heures, mais il y a déjà eu des réseaux où on manquait de monde, où par obligation, les personnes n'étaient pas disponibles. Alors, ça leur prend un outil de travail souvent, mais ils peuvent quand même, sans tout le temps regarder les images radar et évaluer d'eux autres mêmes si qu'est-ce qui se passe. Et, les gens vont leur apporter des événements. C'est leur principal but, eux, de ramasser des événements afin de les acheminer peut-être à Environnement Canada si ces personnes-là jugent que c'est important. Ça doit être rapporté à Environnement Canada. Alors, ça, il y en existe plusieurs. Hein. Il y en a qui sont gratuits, là, plusieurs. Celui-là, c'en est un qui est gratuit avec une option qui peut être payant pour avoir des détails supplémentaires. Mais quand même, ça démontre quand même, là, il est en mode réflexion. Alors, ça démontre où sont les bonnes cellules qui pourraient avoir des orages. Ici, c'est pas complété avec de la foudre, on ne voit pas la foudre, mais il y en a que ça existe. Je ne sais pas si Wendy, on peut voir la foudre, là, je ne sais pas trop. Là. Mais ce qu'il y a de pratique avec ça, c'est que je ne peux pas le faire ici, là, mais on peut zoomer là-dessus et aller voir en dessous avec précision les rues, les détails, les rivières. Alors, quand on dit, ben écoute, la cellule s'en va d'ouest en est, vers la rivière Untel, ça peut être pratique. Donc, c'en est une des applications qui est disponible avec un ordinateur ordinaire ou un téléphone ou une tablette. Là. C'en est un, ça. Une des applications. Sébastien qui pose une question. Non, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Oui, Wendy permet de voir les coups de tonnerre. C'est presque en direct pour avoir eu un coup de tonnerre près de chez nous. J'étais en ligne, je pense que c'est 4 secondes de retard. Là. C'est intéressant.
D'autres questions? Non, juste rajouter, c'est dans le menu à droite, en haut à droite, vous avez une carte qui est pluie et tonnerre. OK. Une autre application disponible sur téléphone à poche, tablette et ordinateur de bureau depuis 1 an. C'est Radarscope. C'est une application qui est payante, elle n'est pas gratis, celle-là. Puis, il y a 2 autres options. Là. On paye un coût. Là. Je pense que c'est 10 par année. Je ne sais pas si. Et puis, si on veut avoir d'autres options comme la food qu'on voit ici, ça coûte un peu plus cher. Puis, il y a d'autres options aussi supplémentaires, encore plus poussées, comme revenir dans le temps. Ça coûte un petit peu plus cher, celle-là. Là. Mais c'est très bon parce que on s'en sert beaucoup en mode, nous autres, là, on s'en sert en mode différentiel. On n'a pas d'image de ça. Là. On va vous le montrer tantôt. J'en ai j'ai un exemple. Parce que ça démontre beaucoup de détails et habituellement, là, ça ne trompe pas. Je pourrais vous parler d'un événement à Rivière et Éternité, là, quelques années, là, 2 ans, je pense, j'avais appelé Environnement Canada. Et puis, c'est nous autres qui leur avait rapporté que le temps était vraiment violent à cet endroit-là. Il y avait eu 2 morts. Hein. Et puis, Environnement Canada ne l'avait pas vu. C'est bien pour dire. Hein? Fait que, ça, c'était à cause de ce radar-là en question. Il y a eu une tornade à Saint-Zénon il y a 2 semaines. J'avais fait une captation, mais je ne savais pas qu'il était pour avoir une tornade dans les minutes qui ont suivi. Sinon, j'aurais pris une captation. Alors, des fois, c'est des cellules pas si grosses que ça, parce que j'en ai déjà vu des pas mal plus grosses, plus impressionnantes que ça. Ça, c'est vraiment, ça démontre où c'est le plus hot, c'est le plus chaud, là, où il va se passer du vent, des éclairs. Donc, assez intéressant. Ce Radarscope, ça a été pris le 29 à partir de mon application. Ça. Pas de questions? La tornade de samedi, c'était confirmé. Oui? Oui? C'est confirmé ce soir par Gilles Brien. J'ai vu ça sur Facebook tantôt. Là. OK. Il est sûr sur Norton Tornado? Je n'ai pas vérifié, j'ai pas eu le temps. Là. OK. Ça, c'est une autre application. C'est ma préférée. Mais l'autre avec avant, là. Si je n'ai pas ça, là, il osait qu'il me manque quelque chose, moi. C'est un radar américain. Celui de Blainville, en principe, il devrait être ici. Là. Il donnerait une meilleure idée, mais c'est le radar américain qui est pas mal en bas. Il est à Burlington. Donc, ses lettres d'appel, c'est KCXX. L'autre, Charlie X-Ray X-Ray. C'est un vieux radar, mais il a été refait à neuf, qui nous donne une très bonne vue pour la région de Montréal, Montérégie, Laurentides-la-Naudière. Point final. Gatineau aussi, là, quand on sait que c'est à partir d'ici que les orages nous arrivent tout le temps habituellement et suivent pas mal le fleuve après. Hein. C'est pas mal tout le temps ça. Pas tout le temps, mais quasiment tout le temps ça. Alors, ce radar-là nous indique pas mal de choses. On peut le mettre en mode de pluie, quantité de pluie, la hauteur des nuages. Évidemment, plus les nuages sont hauts, plus il y a de l'impact sur les orages. Ça, c'est des Storm Track. Chaque tiret comme ça qu'on voit, c'est des 15 minutes. Donc, ça peut nous donner une idée que on se dit, wow, c'est pas beau, là. Dans 15 minutes, ça va arriver là. Très utile. On ne voit pas ces radars canadiens. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas des boules de Noël, là. C'est des mésocyclones. Il y en a qui ont des flèches à l'intérieur, il y en a qui n'ont pas de flèches. Ceux qui n'ont pas de flèches, c'est les radars qui ont... L'ordinateur du radar de Burlington a détecté, lui, qui voit une rotation sur les nuages, dans les nuages. Il voit, là. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, là. Mais il détermine qu'il y a une possibilité de rotation.
Ceux qui ont des flèches, c'est des rotations au niveau du sol. Lui, il voit ça, le radar, mais ce n'est pas des yeux humains, là. Fait que, mais souvent, là, je peux vous dire une chose, quand on voit ça, il y a du vent. Ça passe beaucoup en vent, là, il y a beaucoup de vent. Il y a des possibilités de tornade aussi. Les couleurs sont changeantes. Je sais qu'en bleu, mauve de même, là, dépendant les couleurs colorblind un peu. Celle-là, il y a plus d'impact dans celle-là que dans celle-là. Donc, des storm tracks, ça indique pas mal la direction que l'orage s'en va. Il y a une autre image de ça. Il y en a une qui est. Vous allez me dire comment ça que celle-là s'en va par là-bas, mais l'ordinateur a détecté une anomalie comme ça. Ça, c'est un front, probablement un front froid qui arrive. On sait qu'est-ce qui arrive. Hein? Ici, là, il fait chaud, il fait beau. On voit des nuages sombres à l'horizon. Un petit peu avant ça, c'est venteux que le diable. Là, il y a de l'orage, il y a des éclairs. On ne l'a pas mis en mode foot, on va le voir plus tard. Donc, en arrière, souvent, il y a un front froid. Souvent. Alors, quand ça passe. Et ça, c'est de la grêle, indication de grêle. Ici, ça devrait être un demi-pouce environ. Il y a 2 questions, Bernard. Oui, allez-y pour les questions. Celui qui couvrait la Montérégie, c'est lequel encore? J'ai manqué. Qui couvre la Montérégie, un radar américain ou canadien? Oui, le dernier que vous avez parlé, le radar américain. Là. C'est KCXX à Burlington. OK, merci. Une autre question? Non, c'est bon, c'est moi qui avais accroché le cas. OK. Donc, voilà. Il est intéressant, ce radar-là, mais oui, le prix de celui-là, ça prend une licence. On l'a sur notre page web. Si vous allez sur va2cwq.ca, on a payé une licence qu'on a depuis 97, peut-être. C'est Patrick qui avait la licence à l'époque, il est décédé. Alors, on a continué la licence et on l'a mis sur notre page web. Ça va en mouvement, ça. On peut mettre ça en mouvement, mais sur notre page web, il faut cliquer un petit peu plus bas pour voir le mouvement. C'est intéressant. Si le coût, c'est 95 Américains à l'époque, moi, j'en ai pris une licence pour moi-même. Donc, c'est une fois, tu achètes ça une fois, c'est tout après, là. Donc, 95 Américains, c'est plus canadien. Intéressant, mais évidemment, c'est pas. Étant donné qu'on couvre tout le Québec, on ne peut pas aller à Québec avec ça. Trois-Rivières, c'est loin un peu, il y a manque de précision. La Gaspésie. Donc, c'est pas bon pour la Gaspésie. Mais c'est bon pour la grande région métropolitaine, Montérégie, Laurentides-Lanaudière. Le même radar qui est pris lors de la soirée de la tornade. Cette soirée-là, j'étais vraiment surpris qu'il y ait eu une tornade parce que dans les images radar, je ne voyais rien vraiment d'impressionnant. À part de la grêle, la foudre et les storm tracks. Donc, ouais. On va parler de ça. C'est quoi ces crochets? Des fois, il y a quelque chose qui vous intrigue, dites-nous-les. Disons, on est habitué de regarder ça. Qu'est-ce que c'est ces lignes-là? On appelle ça des barbs. On va le montrer plus tard. OK. Des barbs, B-A-R-B. Ça indique la direction des vents. Donc, comme ici, là, le vent s'en va de même. Ils ne sont pas tous à la même place. Il y a des fois, ça change les vents. Hein. Donc, ça indique la direction des vents. Et la petite coche de côté indique les nœuds. En aéronautique, les vents se calculent en nœuds. Comme ici, il y a une petite barre, on va montrer celle-là ici, une petite barre et une grande barre. La grande barre, c'est 10 nœuds et la petite barre, c'est 5 nœuds. Donc, comme ici, c'est 10 nœuds, on pourrait vous dire que 10 nœuds, là, ça équivaut à 18,52 km/h. Donc, un nœud, là, c'est 1,852 km/h. On pourrait dire que, mettons, le double, à peu près. Si vous êtes dans 100 nœuds, là, c'est 185 km/h. Donc, c'est venteux, ça. Donc, c'est des indications qui nous indiquent.
La vitesse et la direction des vents, c'est toujours situé dans des aéroports reconnus. Et la couleur des icônes des barbs, je l'ignore, mais je pense que quand il y a un gros changement, la couleur change. Je pense. Question? Non. La flèche ici, c'est nous autres qui avons mis ça comme indication. Intéressant, ça, c'est Lightning Maps. On a une question, Bernard. Oui, allez-y, allez-y. C'est toi, Charles. Vas-y, André. Je voulais savoir si c'était 1,85 ou c'était 18 hier, km/h. Pour un nœud, c'est 1,852. 1,8, disons. Kilomètres à l'heure. OK, merci. Donc, 10 nœuds, là, c'est 18,5 km à l'heure, approx. Puis 100 nœuds, 185 km à l'heure, approx. D'autres questions? D'autres choses, André? Non, merci. OK. Lightning Maps, évidemment, ça ne fait pas des années que ça existe, mais il y avait, Hydro-Québec en avait un, là, je ne me souviens pas du nom, c'était plus ou moins précis. Mais aujourd'hui, on arrive avec une précision qu'on sait quasiment sur quel poteau électrique ça va tomber. Quand on va dans le détail de ça, là, en cliquant sur cette carte-là, on tombe sur une autre carte et on voit tout en direct avec les clics de la foudre qu'on entend là, au fur et à mesure. Très intéressant. Là, les récepteurs de ça sont bon. Ça marche sur le principe de triangulation, donc beaucoup de précision. Les Américains en ont plusieurs. Ils en ont plusieurs de ces détecteurs de foudre-là. Nous, il y a 7-8 ans, moi, pour année, on avait travaillé pour en construire 2. Ça coûtait 100$ l'unité. C'était un kit. Hein? Il y a un board d'état là, avec le circuit imprimé tout fait. Il fallait le faire. Ça prenait un après-midi. Et puis, on a installé un à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui nous appartient au club. Et l'autre est installé à Saint-Hyacinthe. Il n'y en avait quasiment pas au Québec, mais aujourd'hui, il y en a plein. Là, puis il y en a plein au Canada. Alors, ça, c'est la foudre qu'on voit les points. Les couleurs sont différentes pour indiquer la durée, ça fait combien de temps que la foudre a tombé là. Et les cercles vont revenir avec ça. Mais les lignes bleues ici qu'on voit avec les points ici, ça, c'est les récepteurs qui sont là. Il y en a partout, partout. Puis ça peut aller jusque dans le fond des États-Unis. La foudre doit être détectée par la statique. C'est des basses fréquences qui sont atteintes reçues par les stations de détection de foudre. Et c'est assez précis. Plus il y a de radars, plus il y a de récepteurs pour détecter la foudre, plus c'est précis. Principe de triangulation. Alors, là, il y en a beaucoup maintenant, là, des récepteurs. C'est bien tant mieux parce que n'avoir juste un, ça ne donne pas grand-chose, mais c'est la quantité qui compte, qui assure une précision. Les cercles qu'on voit ici, là, c'est quoi exactement? La foudre tombe à quelque part, il y a un petit cercle qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et ça correspond souvent, si vous êtes dans une zone où il y a de l'orage, puis vous regardez votre tablette, vous voyez le cercle. Quand le cercle arrive, la ligne du cercle en blanc là, arrive vers chez vous, là, sur l'image, vous allez entendre le tonnerre chez vous. C'est assez précis, c'est bien fait. Alors, un outil de travail pour nous autres, pour ceux qui animent, là, un outil de plus, parce que où il y a de la foudre, évidemment, il y a de l'orage, il y a du vent violent, il peut y avoir de la grêle, donc c'est intéressant. Pas de questions là-dessus? Non. Le kit coûte à peu près 100$. Ça venait d'Allemagne, je ne me trompe pas. Les barbs, c'est ça qu'on parlait tantôt. Désolé, Bernard, je voulais ajouter de quoi, mais mon micro t'a fermé. Oui. Pour le détail, là, le point jaune avec le cercle rouge, c'est la foudre qui vient de tomber, la plus récente. Puis plus ton image, plus ton point jaune bien foncé, plus le temps est
Puis ça fait longtemps qu'elle est tombée. Puis ceux qui utilisent ce radar, mais vous pouvez enlever les lignes des détecteurs aussi. Oui, il y a plein de fonctions. En tout cas, à force de jouer avec le logiciel, là, on vient. Ouais. Et puis en plus, si vous montez votre audio, là, vous allez entendre des clics, 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 clics. C'est tous les éclairs. Si vous mettez toute l'Amérique du Nord, là, vous allez l'entendre, s'il vous plaît. Là. Peu importe les. Parce qu'ici, pendant que c'est dégagé ou qu'il n'y a pas d'éclair, il y en a partout en Amérique du Nord. Hein, fait que, en Europe avec. Là, fait que, c'est intéressant. Alors, ça, c'est la vitesse des vents. Évidemment, on en avait parlé. Un nœud, 1,852 km/h. 10 nœuds. Très bien. Une image, on l'a mis là, je ne sais pas pourquoi. C'est une image satellite plus un radar en plus. Donc, ça ne donne pas grand-chose, pas de précision pour nous autres, pas de détails. Ça donne une vue d'ensemble, évidemment. S'il y a des feux de forêt, on va voir les traînées de fumée. Les critères d'un orage violent. Bon, ça, c'est Environnement Canada. Eux autres, qu'est-ce qu'ils décident qu'ils vont émettre une alerte d'orage violent? Ben, c'est ça. C'est les pluies torrentielles 50 mm ou plus en une heure ou moins, de la grêle 2 cm et plus, rafale de 90 km et plus, les tornades, bien sûr. Donc, c'est assez important. Ça, évidemment, ça, c'est des événements qu'on rapporte, nous, à Environnement Canada. Même s'ils savent, mais ils ne sont pas sur place. Hein. Ils ne savent pas quelle ampleur ça a. Les orages, maintenant, ceux qui sont abonnés à des sites d'Environnement Canada, ou sur Twitter, je pense, il y a 3 sortes d'événements. Il y a les bulletins météorologiques spéciaux, ça peut paraître dès la veille. Donc, il peut prévoir la veille que le lendemain, il va peut-être faire mauvais. C'est juste pour avertir les gens. Utile peut-être pour les cultivateurs, des choses comme ça, des travailleurs, construction. Les veilles d'orage violent, évidemment, et les alertes d'orage violent. La différence entre une veille et une alerte, une veille, tous les ingrédients sont là, comme une pizza, comme je viens de manger cette fois. La pizza est sur la table, les pepperonis sont là, les champignons sont là, les oignons sont là, mais c'est tout mélangé, mais tous les ingrédients disponibles sont là. Mais le mélange n'a pas été fait. Tandis qu'une alerte d'orage violent, la pizza est complétée, là, puis on s'attend qu'il va se passer quelque chose ou qu'il se produit quelque chose à l'instant même. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Nous, Environnement Canada, Québec, on a un groupe qui s'appelle le groupe Météo. Les gens ont donné leur nom parce qu'ils veulent avoir de l'information à propos de Canwan. Pour peut-être avoir de l'intérêt un peu pour les réseaux ou se faire avertir tout simplement. Et on a mis seulement que les alertes d'orage violent, parce que ça fait beaucoup trop, là, les veilles et les bulletins météorologiques, c'est beaucoup trop. Donc, juste les alertes, mais on a mis toutes les alertes pour tout le Québec au complet, jusqu'à Beijing environ. Ça en a fait beaucoup. Il y a des soirs là, qu'on en fait beaucoup trop, mais il faut faire un choix à un moment donné. La journée qu'on va dire on va enlever cette région-là, ben, il va se passer quelque chose, puis on aurait dit, ben, c'est un peu notre faute, on n'avait pas eu d'alerte. Il y a des questions là-dessus? Non. Quoi surveiller? Bon, évidemment, cette image-là, là, c'est rare qu'on voit ça par notre fenêtre de la maison. Il faut vraiment être sur le sommet d'une montagne, ou quelque part dégagé, pas de maison, pas de construction. Au centre-ville, c'est impossible. Alors, mais ça démontre la force d'une cellule, l'enclume, le sommet, là, ça démontre qu'il y a de la force. Parce que ça, c'est toute la chaleur qui monte de la terre, qui s'en va là, puis ça finit par défoncer l'enclume. Ça, là, est à son summum, là.
la tornade est là, là. Vous voyez ma souris, là. Elle n'est pas grosse, hein, mais par rapport à une cellule, c'est tellement gros, là. Donc, ici, c'est le wall cloud, ou nuage mûr qu'on appelle. Ça, c'est quand on voit ça à l'horizon, là, il y a un rideau qui s'en vient de pluie, là. Alors, c'est un peu ça, là. Ici, c'est de la précipitation normale. Pour ajouter, Bernard. Oui. Le sommet, le protubérant, là, ça peut monter jusqu'à 50 000 pieds, là, et plus. Des fois, souvent, vous voyez au loin, vous êtes à Montréal ou pas loin de Montréal, vous regardez vers le nord ou l'ouest ou le sud, vous voyez des fois juste l'enclume. Qu'est-ce qu'on appelle l'enclume, là? On voit l'enclume, puis on voit le sommet protubérant au loin, là. Fait que ça vous donne signe que dans cette région-là, il y a un orage. Mais souvent, ces cellules-là sont à 50, 60, 100 km de notre position. Souvent, il fait soleil, puis on voit ces masses nuageuses-là au loin. Fait que quand on arrive à 50 000 pieds, 40 000 pieds, 30 000 pieds aussi, là, de sommet, là, sommet des nuages, là, en dessous, absolument, ça va. C'est très important, l'impact de la hauteur du sommet des nuages, là, c'est un impact assez important pour la météo. Plus que la hauteur, plus c'est haut, là, plus ça déverse de l'eau et plus ça a d'impact sur les orages, là. Alors, et le sommet ici, là, des fois, là, il y a des phénomènes que les vents, il y a des vents qui arrivent d'ici, peuvent faire partir le sommet. Et ça affaiblit la cellule, souvent. C'est ce qui peut arriver des fois, ouais, c'était gros tantôt, on dirait que tu as perdu de l'impact, là. Fait que, bon, il y a toutes sortes de phénomènes à un moment donné, là. Ouais, Eric, il spécifie sur le chat écotop. C'est ce qu'on voit quand on dit écotop. Écotop. Sur les radars, on les voit, c'est une information disponible, les écotops. Oui. On regarde ça souvent, nous autres, lors des gros orages, là. En aviation, c'est très utile, là. Le radar, le GR Level 3, là, c'est le radar que j'aime bien, là. Il nous le montre très facilement en direct, là, la hauteur. Puis lui, il est aux 3 minutes, le radar. Alors, 3-4 minutes, quand ça bouge beaucoup, là, contrairement au site d'Environnement Canada, pour le grand public, c'est pas pas intéressant, vraiment pas. On ne fait pas de réseau avec les images d'Environnement Canada qui donnent au grand public. C'est pas utile. Je ne dis pas que c'est pas bon leur affaire, mais probablement que Météo Centre, qui est c'est l'Université du Québec, je pense, qui donne des formations en météorologie, probablement qu'ils ont des liens privilégiés, eux autres, où ils peuvent voir quasiment en direct le développement des cellules. Alors, les pluies, évidemment, des cellules, comme on vient de voir tantôt, ça peut donner des pluies torrentielles, comme on voit présentement. On a connu quelques-unes à Montréal. De la grêle et aussi, avec tous les dégâts. Ici, une explication un peu comment se forme la grêle, la chaleur. Bon, c'est ça. Alors, Benoît, tu avais expliqué un petit peu hier à l'autre session la formation de la grêle. Ben, c'est ça. Si on voit encore le nuage dans l'enclume, là. Mais la convection vient du sol, puis elle monte jusqu'au sommet protubérant. Puis plus qu'elle monte, plus c'est froid. Fait que la grêle, elle grossit plus qu'elle monte, parce qu'elle se charge d'eau, puis là, la glace s'accumule. Puis là, maintenant, elle vient pesante, puis là, elle redescend. Puis là, elle redescend, puis là aussi, elle se grossit. Puis là, si la pression est plus forte, ben, elle va remonter, puis elle va redescendre. C'est un jeu jusqu'à temps qu'elle vienne assez grosse pour être plus forte que la pression. Puis là, elle tombe par terre. Puis elle fait des dégâts comme on peut voir sur l'auto, ou ben non, sur nos têtes. Fait que c'est. Oui, on va dire Alain. Un petit indice qu'habituellement, quand il y a beaucoup de foudre, il y a souvent de la grêle dans l'orage. Puis si vous êtes observateur, vous regardez la foudre au loin. Si vous voyez de la foudre qui est colorée là, verdâtre, là, ça, c'est un signe qu'il y a de la grêle en arrière de ça. Oui, j'ai oublié de le rapporter hier. Ouais. La foudre au loin, là, l'été, là, si c'est vert, il y a de la grêle. C'est immanquable. Ou rosé, ça peut être des fois il y a une teinte de rosé. Oui.
l'explication, ça, on l'a demandé à Julie Dehaye d'Environnement Canada, qui nous a donné souvent des formations là-dessus. Là. C'est inexplicable, mais vraiment un phénomène de prisme, un prisme avec les couleurs, peut-être. Les macro et micro-rafales. Donc, micro, c'est plus petit, si je ne me trompe pas. Macro, c'est plus gros. C'est ça? Oui. Ouais. Donc, les durées de 5 à 30 minutes, moi, j'ai déjà eu ici, des fois, à un moment donné, on n'a peut-être pas de l'image de ça, mais c'est des vents descendants. Et puis, les vents descendent des nuages, là, et puis ils frappent tout ce qu'il y a en avant d'eux autres, là, pour causer des bris. Comme ici, toutes les barres d'eau de la maison chez nous avaient tout arraché une année, il y a à peu près 10 à 15 ans. C'était. Il y a un nom pour ça en anglais, là. C'est downdraft, c'est quoi? Downburst. Downburst, oui. Là, on ne parle pas là-dedans. Il y a aussi les déréchauds qu'il y a eu à Saint-Lin-de-Laurentides il y a quelques années, là. Donc, ça fait partie de cette famille-là. Formation des orages. Donc, on disait tout le temps, on prend 3 ingrédients, chaleur, humidité et instabilité, les vents. Alors, on parle de mécanisme de soulèvement, ça doit être ça. En tout cas. Ellie, oui. Bon, évidemment, il y a aussi les montagnes ont beaucoup d'impact. La topographie alentour peut jouer beaucoup aussi lors des formations orageuses. Un exemple, les basses Laurentides sont souvent soumis à des forts vents parce que les orages arrivent du nord. Ouais. Quand ils arrivent dans les plaines des basses Laurentides, mais là, c'est à cause du terrain, là, ça leur donne plus de mouvement, plus de force, plus d'ingrédients. Oui. Souvent, les basses Laurentides sont souvent plus impactées à cause du relief. Les tornades au Québec, donc ça date de 2021. Ça, c'était une feuille, quand on avait suivi une formation, là, un PowerPoint avec Julie Dehaye. Bon, c'était probablement 2021. Donc, la majorité sont des EF0. Désolé, là. Pourquoi le E? Je ne sais pas, ils ont rajouté ça en cours de route, là. Fait que, aux 2 ans, il y a un EF1. Il y en a plus que ça maintenant, là. Aux 3 ans, il peut y avoir un EF2. La dernière tornade qui était confirmée à l'époque était à Sainte-Rose de Watford en Beauce, le 4 septembre 2019. F3, ben, aux 6 ans. Donc, la dernière tornade confirmée était à Haute-Gatineau. Je pense que c'est là qu'il y avait eu des maisons, des toits arrachés, et tout ça. Il y avait un bloc d'appartement qui était quasiment tout le monde. On a des images de... Oui. Jérémy, as-tu l'information des dernières tornades, par hasard? La dernière qui serait en Ontario, là, la dernière qui aurait été confirmée, là, je pense 2 jours. Là, c'est celle qu'on aurait eue. Il n'y a pas eu encore de confirmation ailleurs, mais préliminairement, ça serait ça. Là. Ouais. Et là, j'ai une question à l'écran. Je ne sais pas si tu l'as vu, Bernard. Oui, ben écoute, je vous remets j'ai fait une mauvaise touche. Vous voyez l'écran encore? Est-ce que ça fonctionne? Non, pas encore. Charles qui pose la question. Oui, pourquoi c'est pas une question, c'est juste le EF. Et le NN, c'est depuis 2007 qu'ils ont rajouté le E en avant. Je ne sais pas pour quelle raison, par exemple. Parce qu'ils ont révisé et c'est plus détaillé. C'est ça que ça dit. Oui, OK. Ils regardent beaucoup les dommages. OK. Excellent. Je vais revenir un instant.
Le temps que tu reviens, voilà. Qu'est-ce que vous voyez par terre après le passage d'une micro-rafale ou d'une macro-rafale puis d'une tornade? C'est quoi vous pensez que le paysage va avoir de l'air? Là-dessus qui peuvent répondre? Tu vas avoir des arbres qui vont tous dans le même sens. Si tu as des arbres qui ont été écrasés, ils vont tous être dans le même sens. Tandis qu'une tornade, ça va être plus tortueux. En plein ça, on va avoir des morceaux d'arbres, des morceaux de maison qui vont être un petit peu de tous les bords, c'est une tornade. Ouais. Tandis qu'une macro-rafale, mais le vent, il arrive d'un front, puis il écrase tout en s'en allant devant. Là. On voit ça souvent dans les montagnes, quand il y a une micro-rafale, là, tu vas avoir un flanc de montagne au complet, les arbres sont couchés à terre. Là. Ça, j'ai déjà vu ça dans les Laurentides. Ouais, c'est ça. Peux-tu trouver ta place, là, Bernard? Oui, on repasse ça. OK. Je vous donne ça dans l'instant même. Vous me direz si vous voyez le partage. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bien arrivé. OK. Donc, on va sauter une couple d'images parce que, ouais, un petit peu. Désolé pour vos yeux. Ouais. Donc, ça, on a conclu le sujet là-dessus. Donc, les tornades en 2024 au Québec. Il y a un organisme, c'est une université en Ontario, qui ont comme actif, pas comme loisir, mais probablement un cours de formation. Ils ont une entente avec Environnement Canada. Lorsqu'il y a un événement, Environnement Canada, ils les appellent et ils leur disent allez donc faire un tour à Alma pour voir qu'est-ce qui s'est passé là. Fait qu'eux autres, avec leurs caméras et leurs drones, ils vont regarder qu'est-ce que ça laisse. Les arbres sont tous éparpillés d'un bord et d'autre. C'est une tornade, c'est tout saint bord. C'est une micro-rafale qui a passé là. Alors, en 2024, c'était les tornades qui ont passé. En bleu, c'était des EF0. En vert, c'était des EF1. Et en jaune, des EF2. Et EF3, on n'a pas là-dessus. J'ai déterminé juste à Québec, là, fait que c'est ça. Et en 2025, ben là, avant qu'on mentionne tantôt que ça a été confirmé pour Harwick, c'était celle de Saint-Zénon comme tornade, donc EF1. C'est disponible, ça, on a ça sur notre page web. Si vous voulez voir ces images-là, les tornades, si vous êtes curieux, vous pouvez aller en arrière, vous pouvez voir tout le Canada au complet. C'est disponible. Ça s'appelle, le nom, c'est Northern Tornadoes Project. Et c'est l'université Western University. Fait que, les gars font un beau travail, là. Le site est en anglais complètement, par contre, mais correct. Donc, les chiffres. En moyenne, il y a 70 événements violents au Québec chaque saison. Il y a 38 vents destructeurs avec des dégâts, 18 avec de la grêle, 15 de la pluie torrentielle, il y a 6 tornades. On en a plus que ça maintenant, là. Ça date de 2021. 2020, oui. En 2020, il y a eu 49 événements violents, donc 26 dus au vent, 15 à grêle, 13 de pluie torrentielle, 7 tornades. Le record en 18 tornades a été en 1994. Mais quand on va sur le site de Northern Tornado, là, en 2022, c'était plus que ça, là, à travers le Canada. Ouais, non, c'est pour le Québec, ça, ouais, c'est ça. Parce qu'on parle du Québec, là. Julie avait fait ça juste pour le Québec. Les critères d'orage violent au Québec, évidemment, nous autres, on se base pas mal là-dessus pour les réseaux météo. Donc, les vents de 90 km, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas entendre parler de vent en bas de ça, là, parce que souvent, c'est signe précurseur que ça va monter. Évidemment. La grêle aussi, peu importe la grêle, là. De la pluie, des quantités de pluie de 50 mm en 1 heure. Et évidemment, les tornades. Tout le temps important.
évidemment, il y a des gens que, lors des réseaux, peut-être qu'ils vont nous rapporter, ben, il commence à mouiller ici, ou il tombe une petite pluie fine, j'entends le tonnerre au loin. Normalement, c'est pas nécessaire, c'est vraiment pas bon pour nous autres, ça occupe la fréquence les fréquences inutilement. Tout ce qu'on a de besoin, nous autres, c'est des événements qui ressemblent un peu à ça, ou aux alentours. Ça peut être moins que ça, là. Mais de toute façon, on le mentionne lors des réseaux. Quand ça s'en vient critique, admettons que pour la région de Trois-Rivières, admettons, qu'on mentionne, qu'on voit ces images radar, que c'est sérieux, on va dire seulement maintenant, lançons un appel pour la région de Trois-Rivières seulement. Est-ce qu'il y a des stations à l'écoute qui pourraient nous rapporter des événements de temps violents? Seulement Trois-Rivières. Là, il n'y a pas personne d'autre qui va parler. On fonctionne sur ce principe-là. Ça n'arrive pas souvent, mais on le fait de temps en temps. On arrive vers la fin maintenant. Donc, le but des réseaux est de rapporter toute observation de temps violent à Environnement Canada afin qu'il puisse émettre des alertes le plus rapidement possible à la population du Québec. Évidemment, c'est ça, on ne fait pas ça pour rien, mais nous, si ça peut aider à donner un coup de main à Environnement Canada, pour qu'ils lèvent des alertes éventuelles. Quand ça se passe, je ne sais pas, moi, à la colle, puis on voit que les cellules s'en vont vers Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est peut-être bon de rapporter ça s'il y a des gens qui sont là. On rapporte ça à Environnement Canada, eux, là, ils peuvent lever des alertes. Là. Et ça peut aller des alertes jusque sur les téléphones cellulaires et la télévision. Hein. Fait que c'est déjà arrivé dans le temps. Alors, donc, vous êtes témoin de temps violent dans votre région, puis on n'est pas là, nous autres. On n'est pas tout le temps à côté des radars et de nos radios. Donc, où un réseau Canadian Québec devrait avoir lieu, vous nous écrivez ici, là, météo en commercial @ si vous voulez, VA2CWQ. Il y a un de notre groupe, dont moi, Benoît, Alain et Jérémy, qui va recevoir le courriel. Et éventuellement, on va embarquer sur les ondes. Habituellement, les réseaux, vous savez, le mauvais temps arrive souvent de Gatineau. On fait des réseaux débutés, là, avec les 9 réseaux de VA2CWQ, habituellement. Mais souvent, le temps violent arrive de Gatineau. Ils ne nous entendent pas, eux autres. Puis, ils ne nous entendront pas sur RTQ parce que il y a des grosses chances qu'ils ne soient pas reliés au réseau RTQ. C'est eux qui se connectent au réseau RTQ, à ce que j'ai su d'après Roger DBE. Et c'est la même chose pour Mont-Laurier. Malheureusement, c'est des secteurs qui sont affectés par les orages et ne sont pas reliés en permanence sur le réseau RTQ. Donc, quand même qu'on lance des appels à ces régions-là, c'est peine perdue. Alors, voilà, c'est à peu près... un résumé, ça a pris 1h15, c'est ça? Hein? Ouais. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Puis, ça peut aussi, si ça peut donner de l'intérêt pour animer les réseaux, on va être là, vous ne serez jamais tout seul. L'idéal, c'est d'être 2 pour animer un réseau, 2 personnes. On a fait des tentatives aussi de réseau sur HF, à 71-20, sur 40 mètres. Une personne toute seule ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas avoir un micro pour le VHF, UHF, et puis un micro UHF, ça se met à parler ces 2 bords. C'est impossible, il faut rapporter Environnement Canada. Il faut être au moins 2 personnes. On ne sait pas si on va continuer sur HF. Ça aurait été le fun. Mais pour l'instant, on évalue ça. Là. Pour en ajouter, Bernard, c'est ça. C'est le but premier de la job, c'est être animateur. C'est pas d'être météorologue ou de connaître les cartes météo. Là, on vous donne un peu à quoi ça ressemble. Habituellement, les gars, ils s'intéressent un peu à ça. Fait que tranquillement, ils vont assimiler les cartes, mais le but premier, c'est de prendre les informations et de les retransmettre à Environnement Canada. Merci, Bernard. OK. Les gens d'Environnement Canada nous connaissent très, très bien. Là. On s'identifie tout le temps par notre nom et Canadian Québec. Alors, il n'y a pas de problème. Des fois même, ils peuvent nous rappeler
c'est arrivé dans mon cas. Il y avait quelque chose, peut-être un détail qui leur manquait. Ils voulaient avoir une précision, une route ou une localité qui a mal entendu. Les autres aussi, souvent, sont dans le jus, là, j'ai l'impression. Fait que, ils sont bien sympathiques. Là, puis, je pense que ce qu'on fait comme travail est utile. Moi, j'en démarre pas. C'est pas évident des fois parce qu'on est occupé à d'autres choses. Les commissions, des fois, je suis sur la route, moi, là, en train, puis parti faire des commissions, puis je m'en doute qu'il s'en vient un orage, puis on entend parler les gens. Il y en a un qui est disponible sur le réseau. Des fois, il y en a un homme charitable qui va se proposer d'animer. Et puis, habituellement, ça se passe bien, même si la personne n'est pas habituée d'animer des réseaux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais peut-être un petit côté statistique. J'aimerais savoir s'il y a du monde qui sont en dehors des régions autour de la Montérégie et de Montréal. Oui, en dehors de Montréal? Ouais. Moi, j'étais à Thetford même. Thetford. Mandeville, dans la Naudière. La Naudière. Il n'y en a pas de Québec, là. Québec, Gaspé. Trois-Rivières, Gaspé, ouais, Gaspésie. Moi, je suis de l'Est, je suis de Drummondville. Drummond. Ça, il y aurait eu de l'intérêt. On se disait, si on peut avoir des gens en plus, la série sur le gâteau, là, de la Gaspésie, du lac Saint-Jean. Je le compte encore, l'histoire de Rivière Éternité. Je regardais les images de radar et puis je voyais que ça se passait de façon assez solide là-bas, à Rivière Éternité. Puis j'avais lancé un appel. On était relié sur RTQ, bien sûr. Puis il y a une personne qui m'a répondu là-bas. Et puis le gars, il avait l'air dans tous ses états, ça avait l'air grave. Et puis le gars, il me dit, je ne vois même pas l'autre bord de la rue chez nous, les arbres sont pliés en deux. J'appelle Environnement Canada. La réponse que d'Environnement Canada me dit, elle nous a échappé celle-là. C'était une journée qui avait plein de stock, là. Il y avait plein d'images à regarder, là. Il y a eu 2 morts là-dedans. Il en manqué une. Il y a eu 2 morts là-dedans. Dans le chat, on a une personne, on a V9SN du Nouveau-Brunswick, ben, pas loin de Caracat. C'est le chat. Donc, on a quasiment l'extrême-est. Oui, l'extrême-est, oui. Alors, justement, il y a un répéteur là-bas au sud de la Gaspésie, là, dans la péninsule. Là. Ouais. Oui, Charles. Donc, ma question, c'était est-ce qu'on a des liens avec le reste du Canada aussi? Est-ce qu'on s'échange d'informations ou c'est strictement Québec? Non. RAC donne des formations. J'en ai suivi une, moi, de RAC. Là. Il t'envoie un beau diplôme. Je n'enverrai pas de diplôme ce soir, là, en passant. Mais RAC a envoyé un beau diplôme chapeauté par Environnement Canada. Je ne sais pas pourquoi nous autres, on n'a pas réussi à obtenir la même chose quand on a eu nos formations en personne, en présentiel. C'était marqué Environnement Canada. Là, puis le monsieur, le monsieur travaille à Environnement Canada, il est radioamateur. Puis, en tout cas, on fait exactement la même affaire. Puis, s'il y a de l'intérêt, je le dis, là, vous dites, j'avais pas été assez loin là, techniquement pour la météorologie. Puis les radars, il manque quelque chose, vous ne m'avez pas convaincu ou c'est pas clair. C'est possible qu'on pourrait nous rejoindre Julie DF, faire une conférence. S'il y en a encore le même travail là, de relationniste, parce qu'on a eu quelques conférences avec elle, au moins 4 ou 5, même en hiver, pour l'hiver, on avait demandé, on a le PowerPoint d'hiver de ça, qu'est-ce qui se passe l'hiver, parce que les radars, on ne voit absolument rien, ça prend un œil averti pour les radars d'hiver. Difficile à prévoir. Donc, si tu viens, Bernard, aussi, on avait eu une formation au Vermont de Skyward. Oui. Avec Patrick, ça fait longtemps de ça. Oui. Malheureusement, mon anglais n'est pas terrible. Là, c'est un mot sur 3, je perds. Là, assez pour perdre le. Ouais.
Mais je pense que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant, je le dis encore, là. Et puis, il n'y a plus grand monde qui dit je trouve que c'est niaiseux, là, ça donne rien, ça donne rien, c'est juste faire peur au monde, faites peur au monde. Il y a déjà du monde qui nous ont dit ça. Hein. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, là, mais on ne fait pas de réseau pour rien, puis on n'essaie pas d'épeurer le monde. Fait que, je pense que c'est pas mal complet pour ce soir-là, s'il n'y a pas d'autres questions. Mais moi, je veux juste te faire un commentaire, Bernard, parce que moi, je vous ai connu à votre création. Vous faisiez le tour des clubs à l'époque. Vous étiez venu à Saint-Jean, les 5, à l'époque, avec votre collègue qui était en fauteuil roulant. Là, puis moi, ça m'avait toujours impressionné. Comme hier, Mario, on était en hier. Ah ben moi, je n'étais pas là, je suis rendu trop loin. Non, mais moi, j'avais été puis vous cherchiez aussi du financement un peu, justement pour éventuellement que ça avance. Là, on avait été contributeur le club, puis moi-même, j'avais contribué moi-même. Fait que je trouve ça, c'est important parce que ce qui est important à retenir là-dedans, dans tout ce que vous avez montré, c'est que vous ne cherchez pas des gens spécialistes en météo. Vous cherchez des gens qui pourraient vous aider à animer les réseaux, qui pourraient rapporter les situations. Parce que moi, je me souviens les premiers réseaux qui se faisaient, il y a des gens qui partaient avec leur auto. Ils allaient faire des suivis, aller voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était avec les catastrophes. C'était actif beaucoup à l'époque. Là. On a un dans notre groupe, là. On a un dans notre groupe, mais on propose, comment on pourrait dire, on ne suggère pas de faire ça parce que ça peut être dangereux. On ne recommande pas. Oui, c'est ça. Il y a une question de Charles. Il y avait deux gérés. Oui, ben, écoute, c'est pas nécessairement une question. C'est pas nécessairement une question au niveau, c'est plus au niveau des réseaux. Moi, je suis un utilisateur j'ai un chalet en région éloignée, là. Puis où est-ce que je vois les répéteurs, même Raki, ça ne rend pas là. Fait que l'été, là, les réseaux de temps violent, puis tout ça, là, quand c'est actif sur le HF, au niveau des régions éloignées, là, ça peut être assez, comment je pourrais dire, révélateur pour le monde, justement, en région éloignée. Fait que si il y a du monde qui sont intéressés puis qui sont capables de participer, d'animer au moins la section qui est HF, là, même dans plusieurs régions, là, c'est sûr que ça donne un bon coup de main. Puis moi, pour être le président de V2CWQ, de voir toute l'équipe de Bernard, de voir toute l'équipe d'animateurs, de passionnés de météo, puis tout ça, là, je lui lève mon chapeau parce qu'il y a des fois que c'est pas reposant, mais c'est assez intense. Mais jusqu'à date, ils ont su relever le défi, mais à un moment donné, ils ont besoin d'avoir un souffle. Fait que s'il y en a qui hésitent là, à savoir s'ils peuvent embarquer là-dedans, puis embarquer, puis ils n'ont pas de besoin, comme le dit Bernard, ils n'ont pas de besoin d'avoir de formation météo. Il y a tout le temps quelqu'un, il y a tout le temps un de la gang qui regarde les 4 radars puis qui donne ses commentaires. Puis ça prend quelqu'un, par exemple, pour loguer, puis prendre les commentaires, puis les prendre en note, puis les transférer justement à celui qui regarde les cartes, qui peuvent envoyer ça à Environnement Canada. Fait que ça donne un bon coup de main. C'est un autre paire de bras là, qui est capable de suivre, puis c'est un bon coup de main de donner, d'embarquer là-dedans. Puis, comment je pourrais dire, l'adrénaline que ça donne, sans même le savoir, là, mais l'adrénaline que ça donne d'avoir ça, puis de suivre tout ça, là, c'est le fun de voir que tout le monde embarque là-dedans, là, puis de donner un coup de pouce, là, puis de voir. Fait que si vraiment vous avez une certaine hésitation à embarquer, bien allez-y, puis faites quelques réseaux, là, puis vous allez voir que c'est bien le fun. Mais on comprend évidemment que sur HF, quand il y a des orages, on débranche. Ça, c'est sûr et certain. Mais sans être dans l'orage même, là, on peut rapporter à l'avance et après, quand l'orage est passé. Lorsqu'on rapporte des événements Environnement Canada, là, bon, oui, c'est pour les alertes. Ils peuvent lever des alertes instantanées, eux autres. Mais souvent, là, ils font des comptes rendus de la situation le lendemain.
Souvent, il y a un rapport, c'est écrit noir sur blanc, c'est un petit peu fade. Là. Il marque Gatineau a tombé 30 mm de pluie, les vents violents à telle place. C'est un rapport qu'ils font. Fait que c'est utile pour eux autres. Donc, quand même que l'événement s'est passé il y a quelques minutes, même si ce n'est pas un événement de temps violent dans l'immédiat, où on doit lever une alerte sur les pagettes, c'est utile pareil. On a une autre question, Bernard. Oui. Oui, puis en même temps, ça nous donne du souffle aussi, de la relève. Parce que c'est pas évident de faire un réseau comme on a déjà fait. Bernard, tu as déjà été 5, 6 puis 7 heures sur le radio. Là. C'est maintenant. On n'est pas infaillible. C'est François V2 MRS. Vas-y, François. Oui, merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de la présentation. C'est super intéressant. J'ai une question au niveau des détecteurs de foudre. Je sais que le tube, vous en avez 2, mais y a-t-il une demande? Est-ce que le projet est encore en fonction? C'est-à-dire, on peut-tu en installer chez nous? On peut-tu participer à ce réseau-là? Et si oui, comment on peut s'en procurer un? Oui. En allant sur le site, là, ça s'appelle lightningmaps.org. Vous avez ça sur notre page web en passant. Là, sur notre page web, là, descendez, là, vous allez voir les petites étoiles là, qui sont en direct, ça. Là. Vous allez voir la photo est aux États-Unis dans le moment. Là. Il n'y en a pas ici, là, en plein centre des États-Unis dans le moment. Je ne suis pas sûr, là, mais cliquez sur le nom à quelque part, là, vous allez avoir l'information comment pouvoir acheter ça. Là. Ça coûtait à peu près 100 $ à l'époque. Là. Ça venait d'Europe. Mais c'est encore disponible, ça, je suis quasiment certain de ça. Y a-t-il une plus-value d'en avoir? Tu disais qu'il y en avait beaucoup au Québec présentement, mais c'est-tu encore mieux d'en avoir encore plus? Ou on est déjà saturé, c'est pas nécessaire d'en racheter? Moi, je suis arrivé sud de Montréal, là. Y a-t-il un avantage d'en mettre une chez nous ou pas? T'sais? Non, pas vraiment, parce que la précision est là. Okay. Ça peut être pas un gadget, mais quelque chose. On a beaucoup de choses, des radioamateurs, des petites affaires on peut voir. Quand tu vas sur le site là, de ton appareil, là, tu vois un peu comme le chef là, des barres graphes qui indiquent les signaux, puis ça indique quelle fréquence que les éclairs émettent à différentes fréquences, là, puis c'est surtout dans les basses fréquences, c'est bizarre, là, mais c'est ça, puis ça t'indique la moyenne des radars, comment ils sont fonctionnels. Des fois, le tien est moins bon par rapport aux autres, puis c'est un instrument pour s'amuser. Dans les premiers temps, c'était bien utile. Moi, à un moment donné, dans les premiers temps, la foudre de tomber, ça s'est Saint-Mathieu de Belleuil. Et puis, cette journée-là, je regardais, là, puis j'ai spoté, j'ai zoomé, puis j'ai dit, hey, c'est juste là, la maison qui est là. Elle va tomber là. Elle va tomber exactement au point où ça avait le point de l'éclair. Ça va tomber chez un gars là, qui a un radioamateur BUB. Un radioamateur qui fait ben du monde, il y a un chef chez eux, il y a une station portable là, à distance. Là. Fait que, ouais, ça tombe quand. C'est assez précis. J'ai laissé le lien dans le chat si tu veux l'avoir. Oui, ouais. Merci, je l'ai vu. Merci. C'est pas une en passant, la Lightning Map, comme tu dis, moi, mon travail, on a eu des dommages à cause de la foudre, de grands dommages. Puis j'ai décidé d'aller voir la carte de foudre dans l'historique. Puis évidemment, c'était à peu près à peine à côté, là, mais c'était évidemment que c'était ça. Là. La foudre avait frappé. C'est vraiment précis. Ah, c'est précis. En même temps, quand tu animes, mais tu regardes ton radar avec ta masse nuageuse de précipitation qui s'en vient vers toi. En même temps, ben, la plupart des nouveaux radars comme Windy, ils te montrent la foudre, mais tu peux aller comparer tes images de détection de foudre avec Lightning Map. Ça te donne l'intensité de l'orage. Parce que plus que d'éclairs, plus que l'orage est potentiellement violent. Là. Parce que tous des outils que à force de travailler avec, tu fais des points, des repères, puis ça t'aide à animer en même temps, parce que tu sais dans quelle région que l'action. C'est plus ça. Puis en parlant d'outils, on peut se servir de plein d'autres choses qui est autre que la météo.
comme Hydro-Québec, les pannes électriques. Ouais. Fait que quand il y a des pannes électriques, on va sur l'infopanne, puis on peut avoir vraiment la suite de l'orage en panne électrique. Justement, on l'oubliait celle-là, Benoît, c'est vrai. C'est un outil de travail. Parce que souvent, lors des réseaux, quand on a parlé, je ne sais pas, moi, dans le bout de Sept-Îles, admettons qu'il y a eu des gros orages, il y a maintenant 8000 personnes sans électricité. Là, donc, c'est confirmé. Donc, bon, il y a eu panne électrique, soit à cause des vents, évidemment, ça peut être la foudre, mais très utile comme outil de travail. Il y a les caméras de MTQ aussi. Oui. Fait qu'on voit vraiment la pluie, puis le trafic, comment est-ce qui est fonctionnel sur les autoroutes. Là. C'est à grandeur du Québec. Et même, on peut aller chercher ça en Ontario. Là. Ça fait qu'on voit vraiment la suite des événements. Là. Voilà, je pense que c'est pas mal complet, Charles, je pense. OK, merci. Moi, j'ai bien aimé la conférence aussi. Je t'ai rédigé un petit email aussi. Mon rêve, ça serait de marier Canworm au réseau maillé du Québec qui s'en vient, parce que parler des pannes électriques, quand il y a des pannes électriques, ben, on n'a plus d'informations qui rentrent. Là. On n'a plus de photos, on n'a plus d'informations météo. Si on était capable de passer ça sur le réseau maillé qui est RF, ça serait comme fantastique. On pourrait être une source pour Environnement Canada pendant des pannes. Là. Fait que, ça serait mon rêve pieux. Lors du verglas qu'il y avait eu à Noël il y a 2 ans, on avait fait 36 heures d'opération, puis on avait eu la relève, puis même c'est du monde qui embarquait qui n'avait jamais animé. Ben, les dernières 8-12 heures, on était resté sur la fréquence en ondes, juste pour les pannes électriques, parce que la plupart du monde il n'y avait pas d'électricité, puis c'était à partir de Montréal, puis ça allait jusqu'en Gaspésie quasiment. Ça fait qu'une partie du Québec qu'il n'y en avait pas. Puis aujourd'hui, c'est cellulaire, puis il y en avait que là, il n'y avait plus de cellulaire qui était fonctionnel parce que ça va durer trop longtemps. Fait que notre présence rassurait le monde. Fait qu'il était sûr qu'il y avait quelqu'un au bout de la radio là, qui était là pour les écouter. Seulement le feu pognait chez eux parce qu'ils chauffaient au bois, n'importe quoi. Là, où il y avait besoin d'une ambulance, quelque chose. On était peut-être la seule relève qu'il pouvait avoir pour qu'on ait à l'urgence. C'est des fois qu'on était. On va un petit peu plus loin, nous sommes exposés, mais on est là pour la communauté. Là. C'est bon. Merci, Merdard, Benoît, j'ai oublié ton nom, VA2, Alain. Je rappelle à tout le monde que la conférence est enregistrée, donc si vous avez des amis, puis vous leur dites c'était super bon, il faudrait que tu écoutes ça, ben, le lien va être disponible sur le site web de Raki. Puis, Bernard, je t'ai fait un beau petit email justement avec plein de choses là-dessus là, et une demande pour le PDF qu'on mettrait sur le site web aussi. Là. Donc, si jamais on n'est pas en réseau, vous pouvez envoyer ça à Métro commercial V2CWQ, puis on va vous répondre, puis on va partir un réseau si jamais il fait mauvais chez vous. Là. C'est bon. Et j'arrête l'enregistrement. Là.